Quand j'étais jeune, la littérature m'intéressait et j'ai commencé à écrire et puis bon, ça s'est précisé, ça s'est, professionnalisé, on va dire, jusqu'à écrire un premier roman, puis un deuxième, puis un troisième. Bref, la machine était lancée. À un moment, moi j'aimais bien écrire des romans très différents des précédents. À un moment, le thème de la féminité s'est un peu imposé comme une thématique récurrente et j'ai voulu traiter ce sujet en écrivant un roman là-dessus, mais je savais pas trop comment commencer. Alors j'ai commencé par mener des enquêtes en interrogeant, bon nombre de, femmes, sur la notion de féminité et dans les réponses qu'elles formulaient, j'entendais souvent des fausses notes, des trucs un peu bizarres et j'ai voulu creuser cette dissonance et c'est là que j'ai découvert que la notion d'abus sexuel était quasiment systématique. Du centre psy, hein, au huis clos de son appartement, une jeune femme monologue. Par la parole, elle amoncelle les déchets, mots détritus, blessures, déballe le foutoir de sa mémoire en ruine. Elle veut insulter son père. Son père veut lui demander quelque chose. C'est un personnage, qui finalement a été composé avec tout un tas de témoignages, et c'est le cumul de tous ces témoignages qui m'ont donné la matière pour créer le personnage et pour le faire parler. Donc c'est un personnage de fiction. Heu, j'ai toujours écrit que des fictions, hein. Moi, mes personnages sont des personnages, inventés, ce qui donne à l'auteur la possibilité d'aller plus ou moins loin dans son introspection et dans le voyage qu'il fait avec son personnage, quoi. Je pense que c'était important de parler à la première personne, déjà. C'était intéressant aussi de changer de genre, c'est-à-dire que c'était un monologue féminin, écrit par un homme, et je pense que c'était important pour faire passer, un certain «message» entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de message dans ce que j'écris, mais pour faire passer cette idée, ce propos, de rester dans un flou artistique, c'est-à-dire qu'il y avait pas de et pour moi, il y avait pas de prénom puisque c'était l'incarnation d'une femme et qui pouvait être toutes les femmes et l'idée, c'était qu'un lecteur, une lectrice puisse s'identifier facilement, et c'était ça un peu ma préoccupation. Je m'appelle Freddy Martin, auteur, illustrateur et auteur de bande dessinée. Mon parcours, c'est les premiers ateliers de bande dessinée avec les amis, décrocher les premiers contrats, hein, et puis poursuivre ensuite parallèlement sur l'idée de formaliser la mise en scène de bande dessinée, le découpage, la narration, le dessin, et de travailler dans les écoles d'art. En fait, parce que l'idée de transmettre, mais aussi de se maintenir en éveil, forcément. Tout ça est passionnant, puis à partir du moment où les jeunes tu leur mets les étoiles dans les yeux, ils me donnent la foi, quoi. C'est un vrai échange. Bon, la bande dessinée, j'en fais pas autant que ça. Euh, par la face nord, par la face nord. Donc, c'est la rencontre avec Christophe Thomas, donc l'auteur du texte. À force de parler ensemble de littérature, de théâtre,
de mise en scène, de bande dessinée, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, une douzaine d'années. Un jour, il m'a dit bon, c'est la mise en scène qui te passionne. Moi, j'imaginais bande dessinée, puis il me dit tu veux pas essayer le théâtre et j'ai un texte à te faire lire. Je dis ok, j'aime être surpris par ce que je fais dans la vie, donc et c'était le moment. Donc je reçois le texte et là, en découvrant le long monologue d'une femme enfermée dans sa prison mentale, liée au traumatisme des violences sexuelles qu'elle avait subies enfant, je me suis dit, waouh, comment je vais mettre en scène, comment je vais mettre en image une violence, une souffrance, une violence que moi-même je ne connaissais pas. Quand je découpe, on peut dire mettre en scène, un récit, c'est de donner à ressentir. De donner à ressentir et à vivre ce que le personnage est en train de vivre dans le récit. J'ai eu la chance d'être accompagné par Marine Barbarie, Hélène Sirven et Lola Quapo, comédiennes, entourée aussi d'amis, de scénographes et de Mathieu Apriou, qui allait devenir ensuite le dessinateur de Par la face nord. Mon travail, à moi, ça a été donc de mettre en image cette violence-là, cette prison mentale, en image, c'est-à-dire sur un plateau de théâtre, c'est-à-dire avec aujourd'hui tout ce que le théâtre peut proposer. Il y avait de l'installation vidéo, projection, son, etc. 7 ans de travail, 7 ans de travail parce qu'on l'a porté à bout de bras, 7 ans de travail parce que Mathieu a pris au dessin, Élise Rivière, Alissa Fetou aussi nous a rejoint, illustratrice pour ces dessins à la mine graphite, parce qu'il y a des moments, bon, c'est assez froid, c'est assez clinique. Après, Mathieu Apriou a amené de l'élégance. Roman qui est devenu ensuite une pièce de théâtre, et puis pièce de théâtre qui est devenue un court-métrage en parallèle, et puis court-métrage qui est devenu une BD. Et maintenant des BD-concerts, c'est-à-dire que la musique revient par-dessus le texte, ou à côté, ou en parallèle, pour un nouveau mode d'expression. Et cette violence, quand quelqu'un ne sait pas pourquoi, il vit dans un état dépressif ou nihiliste, cette violence, elle sort par des moyens ou par d'autres. Et là, le fait de faire sortir par le langage cette violence, ça me semblait très juste, quoi, et ça collait parfaitement au personnage. C'est parce que son père la relance sans arrêt, au téléphone, écrit des lettres, et puis elle inconsciemment, elle ne sait pas pourquoi, mais elle veut l'insulter, quoi. Elle veut plus le voir. Tiens, on mange un peu. C'est vrai? Ouais, un petit peu. C'est comme la vie. Hein? C'est comme la vie. C'est comme la vie, ouais, c'est vrai. Je reste paralysée, mais sereine. J'attends dans le silence. Donner à ressentir ne veut pas dire qu'on va vous mettre mal à l'aise. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Mais par contre, ne pas mentir. Ne pas mentir avec une parole et une souffrance que je ne connais pas.
en me disant, ah non, ça je vais pas le mettre en scène, ça, non, ça par contre, il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur de ce personnage. On voulait rendre hommage à ce personnage qui réussissait par moments à sortir de sa prison mentale, avec un dessin plus doux, plus poétique, plus... c'est un peu comme il fallait respirer. Le personnage respire, cette femme respire, avec ses tourments, et donc il fallait être à la hauteur de ça aussi, c'est-à-dire pas, j'allais dire, pas être radical tout le temps. Je dis radical, c'est pas du tout par provocation, genre je vais être radical, je vais en foutre plein la gueule. C'est radical parce que le propos est radical. J'ai extrait de ma poche ce qu'il fallait de monnaie. Il était à moi. Des années que je n'avais rien acheté de sérieux. J'étais heureuse. Je suis sortie de là, le vélo à la main. Le vélo, mon nouvel ami. Le vélo me donne à voir tellement de choses ces derniers jours. Avant lui, ma ville tout entière, c'était ma rue. Mon théâtre de proximité. Mon théâtre de proximité. Quel désastre. À mesure que j'avance, les routes et les chemins n'en finissent pas de m'apparaître, tapis infini. À quoi bon s'arrêter de pédaler? Tellement de choses à découvrir. Quand la nuit monte, mon vélo me ramène chez moi. Je me laisse faire, consentante absolument, mon guide. Le vélo, l'étincelle. Feu aux poudres, hisser le drapeau noir, tête de mort, reprendre le territoire, l'espace, entier. À moi le monde, à moi les steppes sauvages, les hautes cimes. Certitude, la forêt, ma nouvelle maison. Je suis là, assise à l'entrée de ma grotte entre les deux pierres qui ouvrent le passage. Je fais mon cerbère, regard posé sur les choses que la nature me donne à voir. Je rentre dans ma grotte, mon sanctuaire. Mes yeux s'habituent, une petite neige d'étincelles glisse devant ma nuit, voile éphémère sous lequel les images s'enchaînent. Main au sol, la moiteur de la terre me transperce. Dans le film qui passe, je suis avec mon père. Je n'avais jamais vu ces images. Je devrais aller plus souvent au cinéma. Des souvenirs sortis de nulle part filent à grande vitesse. Le bracelet que ma tante m'avait offert, celui du baptême. Oh, maman, ne me laisse pas toute seule avec papa. Je suis dans la tête de mon père. Je vois clair, je suis mon père qui voit. Ma conscience a glissé dans la sienne, poussée d'Archimède. Je suis dans la tête de mon père, je vois clair, je suis mon père qui voit. Ma conscience a glissé dans la sienne, poussée d'Archimède. J'aimerais poursuivre, glisser jusqu'au premier homme, savoir si de ce côté-là le monde était beau. Voilà, j'ai 10 ans, je suis devant lui, mon père. Je suis à genoux, les genoux dans la terre. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Il n'a pas pu faire ça. Toutes ces images, mensonges, faux semblants.
J'ai repris place au bord du trou que j'ai creusé hier. J'y suis descendue. Il y fait froid, mais je vais rester là. Je vais pousser un peu plus loin la plaisanterie. Moi le pingouin, tête droite sur la banquise. Suivre les méandres du fleuve de glace, entrer plus avant dans le congélateur. La nuit, pleine nuit. Suivre des yeux le lent balancement des branches sur l'infini tapis des étoiles. Et la lune, ma belle amie, ma douce complice. Mes membres pris dans la terre, le picotement des mains, des pieds. Que je suis sereine, que je suis bien. Respirer, me détendre, inspirer, plein poumon, bloquer, compter, 1, 2, 3, expirer. Le silence des personnes qui ont été victimes de l'inceste, qui vont s'enfermer dans leur détresse en marge et qui vont décider d'en finir. C'est ce qu'on raconte. Ce silence-là, à un moment, il faut le rompre. Enfin, à mon avis, là, il y avait une nécessité dans l'histoire, enfin dans la narration. L'idée, c'était de rompre le silence et de montrer que c'était le silence et la révélation qui transformaient le personnage. Ça veut dire, en fait, j'ai tellement souffert, avec les mots, je me suis reconstruite petit à petit, j'ai découvert la vérité, j'ai découvert la réalité, et de cette réalité, je passe à autre chose. C'est l'idée d'une ouverture au monde. Et en fait, c'est beaucoup plus une renaissance qu'une disparition. Et en fait, si la BD pouvait servir un peu à quelque chose sur le plan sociétal, ça serait de faire en sorte que les lecteurs, les lectrices ou les autres comprennent que quand ils sont témoins d'un drame, et quand ce drame est particulièrement silencieux parce que honteux, il faut absolument en sortir. Il faut sortir du silence pour faire en sorte que les victimes ne soient plus des victimes et redeviennent des individus qui se reconstruisent avec leurs blessures. C'est principalement le propos du roman et de la BD. Lola Quapo, donc la comédienne qui nous a suivis après cette résidence de théâtre, elle nous a suivis sur tout le projet. Donc elle a posé pour être ensuite dessinée dans le bouquin. Et elle-même, à des moments, quand les murs se rapprochent, elle se recroqueville, etc., eh bien, on la prenait en photo dans cette situation-là. Au tout départ du projet, je me suis dit c'est quand même étonnant que ce soit des hommes qui aient envie de parler de ça. Mais plus j'ai rencontré Freddy, et puis ensuite j'ai rencontré Mathieu, et puis après, alors jamais en direct, mais j'ai eu des contacts. Freddy m'a beaucoup parlé de Christophe. J'ai eu des contacts avec les dessinatrices aussi qui ont participé au livre. C'est devenu très vite très cohérent pour moi, le fait que ce soit eux qui s'emparent de ce sujet-là. Je pense que ce sont des gens qui sont extrêmement sensibles. Ce sont aussi des gens qui n'ont pas envie de participer à la création d'un tabou, ou en tout cas à sa pérennité. C'était la première fois que je me prêtais à l'exercice de poser, avec une nécessité d'interprétation. Et ça, c'était complexe comme exercice, mais c'était aussi très riche parce que réussir à convoquer une émotion ou un état en très peu de temps et pouvoir le fixer sur une photo, c'est pas ce que j'ai appris à l'école, moi, en tant que comédienne. Et c'était un peu particulier de ne pas avoir de chronologie et de ne pas avoir de construction d'un personnage, mais de l'interpréter vraiment juste par flash, quoi. Des personnes qui ont vécu des violences, notamment sexuelles, et là, en l'occurrence, notamment l'inceste,
c'est que dans cette société où c'est encore tabou, souvent, en tout cas à ma connaissance, les personnes oscillent, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a beaucoup d'indulgence parce que il y a une conscience d'avoir vécu un truc extrêmement traumatisant et difficile à traverser, et c'est difficile d'y survivre. Mais il y a aussi toute la phase de jugement de je suis qu'une merde et pourquoi je suis en dépression et pourquoi j'arrive pas à en sortir. Là, dans le livre, dans le texte, en fait, on voit que Julie, elle est un peu au bout de son implosion, et que, à part s'isoler et du coup se détruire, il n'y a plus tellement de perspective, ni de lutte, ni de survie. Il y a plein de formes d'inceste, mais là, dans le livre, c'est son père. Je pense que c'est tellement incompréhensible que, fatalement, on se dit que c'est arrivé pour une bonne raison. Et du coup, la victime va se dire que c'est elle qui a incité, que c'est peut-être elle qui était trop proche de son père, que c'est peut-être elle qui était trop câline, ou trop ceci, ou peut-être trop une fille, ou peut-être trop un petit garçon, ou peut-être... Et la société ne permet pas la parole simple des événements traumatiques. Pour avoir côtoyé des personnes qui ont vécu, pour côtoyer des personnes qui ont vécu soit l'inceste, soit des violences sexuelles, soit d'autres formes de violence, le fait d'avoir l'étiquette de victime, c'est ultra contraignant, et ça, je pense que ça empêche aussi de se soigner et de considérer l'événement traumatique comme un événement du passé et qui peut rester dans le passé, parce que c'est ok d'avoir vécu ça et d'en sortir et de se sentir en paix avec ce qu'on a vécu. Il y a autant de femmes qui ont été violées, d'enfants qui ont été violés, c'est que l'enjeu dépasse l'individu, et en fait on doit se poser la question de la domination, y compris du point de vue du bourreau, lui-même potentiellement dominé par ce que la société lui impose et lui renvoie de ce qu'est être un homme aujourd'hui. Et de dire que le bourreau est nécessairement conscient de sa domination, il y en a qui le sont, évidemment, mais que le bourreau est nécessairement conscient de sa domination, je pense que ça bloque un dialogue qui nous permettrait de sortir de ces enjeux de société, quoi. Et je pense qu'en fait, tout le monde subit une domination à plus ou moins d'échelle, et que les bourreaux sont eux-mêmes dominés par leurs instincts animaux, leur masculinité toxique. Je pense qu'il faut ne jamais oublier de mettre de la nuance, quoi. Et pour moi, on ne peut pas être manichéen. Et je pense en plus qu'il y a des victimes qui ne se débattent pas et ne luttent pas ouvertement avec leurs agresseurs, justement parce qu'elles savent qu'elles sont dominées. C'est pas qu'elles ont perdu leur repère, c'est qu'elles savent que la meilleure option, c'est d'accepter la soumission le temps de l'agression. Il y a des fois où les victimes sont pas conscientes d'être dominées et les bourreaux sont conscients d'être dominants. Enfin, je pense que c'est du cas par cas, en fait. Il y a tellement de cas de figure, et je trouve que c'est, encore une fois, un peu dangereux d'essayer d'en sortir une vérité générale, en fait. Et j'aime bien que ce personnage ne soit pas si... soit contraint par la société dans laquelle elle évolue, mais qu'en fait là elle vient de trouver une porte de sortie pour se réinventer. Et je crois que j'aime bien cette vision-là aussi. On a proposé le projet à des gros éditeurs, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire avec les éditeurs avec qui j'avais bossé pour les précédents bouquins. Tu sentais que c'était difficile, jusqu'au moment où, grâce à Vincent Froissart, avec qui j'ai beaucoup travaillé en bande dessinée, ils me disent, moi je bosse avec Fred Daviken, pour les éditions Daviken, et je pense qu'il faut que tu lui proposes le projet. Et en effet, Frédéric est quelqu'un
pour le coup très engagé. Suite à une carrière de militaire de 20 ans, j'ai eu l'opportunité de créer donc ma maison d'édition qui était un projet, un rêve que j'avais depuis plusieurs années puisque j'ai écrit, j'ai de nombreux amis qui sont auteurs, artistes, écrivains, dessinateurs, illustrateurs. Et effectivement, le monde de la bande dessinée, qui est un monde qui doit apporter du merveilleux, qui doit apporter des histoires, qui doit apporter des témoignages. Et moi, je voulais faire une bande dessinée un petit peu différente, plus respectueuse des artistes, plus en lien direct avec les libraires et avec les lecteurs. Et voilà, donc plutôt que de critiquer et de dire que le système va pas bien, je me suis dit, je vais créer ma maison d'édition et je vais essayer de la faire comme je le sens. Donc moi, j'avais envie soit d'avoir des envies d'exprimer quelque chose, soit de porter des projets qui, moi, vont me toucher. Et c'est le cas de tout ce que j'ai publié. Je l'ai vu, je me suis dit, je ne peux pas ne pas le faire. Je suis qui pour dire non à la parole de ces femmes qui se sont livrées, qui ont donné quelque chose de très intime pour que le personnage qui est dans ce livre existe. On ne peut pas laisser ce livre à côté, parce que autrement ça veut dire que je mets de côté une part d'humanité. Je ne suis pas capable d'entendre le cri, la douleur de quelqu'un d'autre. Et donc, je ne pouvais pas ne pas l'éditer. C'est pas une question commerciale. C'est pas une question de est-ce que je vais en vendre 20, est-ce que je vais en vendre 100, est-ce que je vais en vendre 10 000. Ça, c'est autre chose. Moi, les 10 000, ça ne sera pas pour de l'argent. Je me dis qu'il y aura eu 10 000 lecteurs. Il y aura 10 000 personnes qui auront été concernées par ce livre et de se dire « Ah, ça y est, j'entends les mots que je n'ai pas entendus, que je n'ai pas voulu écouter, que je n'ai pas voulu voir. » Voilà, ce livre donne à dire et à voir. Après, chacun regarde. Est-ce qu'on peut se déranger juste 2 heures dans sa vie, dans le flux des informations, des TikTok, des Instagram, des machins, etc. Est-ce qu'on peut se poser 2 heures pour écouter quelqu'un qui a passé sa vie à se taire parce que la société lui a demandé de se taire? Et c'est aussi un élan de solidarité. Ce livre, on l'a fait en financement participatif. Il a été dur, on a perdu des fichiers, il a fallu recommencer. Ça a été un travail très long, très compliqué à faire. Alice y a fait tout. Qui a fait cette brocante, qui est une brocante à Nantes, etc. Et lorsque j'ai vu le dessin, photoréalisme, et lorsqu'on regarde de près, on voit la mine de crayon. Le temps que ça demande pour faire une planche pareille. Freddy, il en a fait une autre, celle-ci, avec le voyage dans la forêt. C'est ça l'artiste. L'artiste, il n'est pas là, il n'est pas à se poser des questions de bien et de mal. Il se dit, voilà, là, il y a une situation, voilà comment je vous la transmets. Mais je suis très fier de ce livre, c'est sans doute le plus difficile que j'ai eu à faire, émotionnellement. Mais lorsqu'on est sur un sujet comme ça, c'est un sujet qui est compliqué, parce que c'est un sujet qui est à la fois à l'intime, mais aussi à la société. Et on est dans le psychologique. C'est quelque chose qui touche un Français, une Française sur 10. On n'est pas sur un petit sujet. Alors après, on peut cacher le mot inceste si on veut. On peut dire violence intrafamiliale, mais ça ne change pas le problème qu'il y a l'emprise d'un adulte qui devrait être responsable sur un enfant qui est en construction. Pour s'en sortir, c'est compliqué. On peut se focaliser, donner de l'argent pour lutter contre la violence sur les enfants, bien évidemment. Mais l'adulte qui n'a pas pu parler, qui n'a pas pu dire dans quel état il est à 40, 50 ans, c'est comprendre ce phénomène en sachant voilà les conséquences, qu'on pourra aussi se dire tiens, il faut vraiment travailler sur les causes, mais il ne faut pas nier les conséquences. Lorsqu'on est victime d'un tel traumatisme, on se construit une prison, mais aussi, d'abord pour se sauver, pas une prison, une échappatoire qui est le déni, qui est l'oubli. C'est tellement grave, c'est tellement moche, c'est tellement pas possible, tellement pas supportable que ça n'existait pas, et donc j'arrive quand même à m'en sortir. La victime, le bourreau et le sauveur, il y a effectivement un 4e rôle qu'il faut mettre, parce que si on reste dans ce triangle-là, les uns vont jouer avec les autres. Plus la victime est victime, plus le sauveur se sent investi de sa mission et valorisé.
Plus la victime est victime, plus le bourreau il est content d'être le bourreau. La victime se dit mais si mon existence est d'être victime, j'ai besoin de reproduire des situations où je suis victime pour avoir une existence par rapport à des bourreaux. C'est-à-dire que je me mets en situation de pouvoir être victimisé. Mais là on est sur des cas particuliers. Ce genre de choses où on est dans l'intime de la famille. Et là je pense que personne ne pourra me mettre une contradiction. C'est la première chose qu'un enfant voit de l'amour, c'est l'amour de ses parents. Deux possibilités. Soit ses parents s'aiment et on est sur quelque chose qui est relativement fluide, où il n'y a pas de conflits larvés, de choses cachées, etc. Et le gamin va vivre épanoui en ayant une image plutôt satisfaisante de l'amour. Soit il sent parce qu'il le sent, même s'il n'a pas tous les outils, mais il a ce qu'on oublie parfois, d'écouter ses sensations, de se dire, tiens, il y a des moments où papa ou maman baisse la voix. Maman, parfois, elle a l'air triste. Papa, il est en colère. Ou l'inverse. Et l'enfant, il vit avec ça, avec des morceaux de choses qui... Mais il construit aussi son amour, sa représentation de l'amour là-dessus. Et lorsque lui, il va être en situation d'aimer, quelles sont les premières choses sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Donc du coup, l'enfant qui est incesté, ah bah oui, mais il sent instinctivement qu'il y a quelque chose de pas bien. Mais s'il en parle, est-ce qu'il ne va pas mettre quelque chose en déséquilibre? Est-ce qu'il ne va pas fragiliser la famille? Et puis, c'est des gens qui l'aiment normalement. Donc, est-ce que c'est pas lui qui est en tort? C'est des choses qui sont vachement compliquées, en fait, et qui sont que ce sont que des histoires individuelles, mais qui nous relient toutes et tous. Qu'on les subit, pas subit, ça nous relie. Si on a eu la chance de ne pas être incesté, si on a eu la chance de subir une emprise de la part de ses parents ou de quelqu'un de proche, eh ben c'est déjà pas mal pour débuter dans la vie. Parce que lorsqu'on commence avec ça dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué. La libération de la parole sur des sujets intimes comme cela, comme la notion globale d'abus sexuel, effectivement, pose... mais les hommes, y compris les jeunes hommes, dans des postures un peu complexes. Ça peut perturber un certain nombre de relations avec les filles, mais je reste fondamentalement optimiste. Dès que l'amour est là, le problème disparaît. Enfin, je veux dire, la notion d'abus, de j'ai le droit, j'ai pas le droit, que dois-je faire, que dois-je dire, ne pas dire, etc., disparaît complètement. Et comme l'amour, c'est une chose fondamentale pour l'humanité, je reste assez confiant.